Je propose qu'on passe maintenant à l'intervention de Gabriel Sedoun. Et je ne sais pas si Ilan Weizmann est là aussi ou si. Donc, Gabriel, chirurgien thoracique cardiovasculaire et qui est le président du Conseil national des jeunes chirurgiens. Allô? Nous vous entendons très bien. Merci. Très bien. Merci. Donc, je vais demander juste à Ilan Weizmann de partager l'écran pour la présentation. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers membres de l'Académie, chers collègues. Donc, Gabriel Sedoun, je suis chef de clinique en chirurgie thoracique et cardiovasculaire et je suis président du Conseil national des jeunes chirurgiens. Je m'associe à notre vice-président en formation qui a énormément contribué au succès de cette partie du rapport, Ilan Weizmann, qui va se présenter et qui est interne en chirurgie ORL et cervico-faciale au CHU de Grenoble. Nous allons présenter notre travail sur la concordance qu'ont les étudiants de la chirurgie en début de cursus et au terme de leur cursus. La transformation d'un jeune chirurgien en chirurgien senior se produit à la suite de nombreux efforts de la part du jeune chirurgien, mais aussi de ses mentors chirurgiens. Les astreintes, les gardes, la maîtrise des actes opératoires, les urgences chirurgicales nécessitent un leadership et une prise de décision qui reposent sur une expérience que le jeune chirurgien ne possède pas encore en début de cursus. La réforme du 3e cycle est venue pour adapter la formation chirurgicale initiale pour la rendre plus cohérente, équitable et basée sur l'acquisition progressive des compétences. Dans un même axe d'amélioration, l'Académie de chirurgie, qui s'est toujours intéressée à la formation initiale des internes en chirurgie, a établi un rapport pour l'année 2021. Ce rapport, coordonné par le parrain de la formation chirurgicale, donc Monsieur Olivier Farge, nous a confié donc au CNJC la mission de s'occuper de la partie 1, former qui et sur quels critères, section 2, représentation et réalité de la pratique chirurgicale, pour répondre à la question suivante. Y a-t-il une concordance entre la représentation de la chirurgie qu'ont les étudiants en début de cursus et au terme de leur cursus? Avant le choix de la spécialité chirurgicale, les externes en médecine choisissent la spécialité selon plusieurs critères. On en a discuté tout à l'heure. En plus du classement à l'examen classant national, l'expérience personnelle pendant les stages d'externat et l'information donnée via les associations des jeunes spécialistes sont des facteurs qui influencent le choix du futur chirurgien et bien sûr son entourage. Mais cette information restait trop souvent peu claire et incomplète ou incomprise. Ce défaut d'information peut avoir de nombreuses conséquences. Outre d'altérer le choix du futur interne et d'augmenter son besoin d'information, elle peut aussi être un facteur d'anxiété. Cette augmentation de l'anxiété entraîne dans certains cas une mauvaise adaptation et dans certains cas non négligeables, un droit au remords, donc un changement de spécialité. Le but de cette partie du rapport, qui fera l'objet d'une publication scientifique prochainement, est de répondre à une question précise. Y a-t-il une concordance entre la représentation de la chirurgie qu'ont les étudiants en début de cursus et au terme de leur cursus, pour améliorer le casting des étudiants, réduire le droit au remords, assurer une meilleure information des étudiants et un meilleur accompagnement des enseignants? Et ce point est très important. Nous avons mené une étude observationnelle rétrospective en août 2021, envoyée à tous les jeunes chirurgiens en formation du réseau CNJC via un lien de Surveille Manki. 5 modules ont été individualisés. Formation chirurgicale, mode de vie et chirurgie, société et chirurgie, leadership et équipe, recherche et enseignement. Plusieurs affirmations ont été répertoriées pour chaque module. Donc, le jeune chirurgien devait partager son avis en début et en fin de cursus à l'aide de l'échelle de Likert simplifiée, donc d'accord, neutre ou pas d'accord avec l'affirmation en rapport avec le module. Une étude de significativité entre la vision en début et au terme du cursus a été calculée via le test de Ki2 par notre statisticien. Nous avons obtenu 61 réponses, mais c'était la période d'août, ce qui représente un taux de 4,2% de l'ensemble des adhérents, des répondants, en sachant qu'on a fixé un objectif de 50 réponses pour avoir la possibilité de réaliser un rapport préliminaire dans les temps avant la publication scientifique.
Nous avons obtenu des réponses des 13 spécialités chirurgicales, mais cette répartition est restée hétérogène, avec une prépondérance des réponses pour la chirurgie maxillofaciale, la chirurgie infantile et l'orthopédie. Notre population a été composée de 30 femmes et 31 hommes. 96,7% des jeunes chirurgiens ont déclaré avoir choisi volontairement et pas par défaut leur spécialité chirurgicale. La majorité, donc 77%, étaient en fin de cursus, fin d'internat à partir de la 4e année, CCA, jeune PH ou en libéral. Et 23% étaient en début de cursus, première, deuxième et troisième année d'internat. On passe maintenant à la deuxième partie de la présentation. Je passe la parole à Ilan Weizmann, interne en chirurgie ORL et cervico-faciale, qui va continuer la présentation. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Donc, je vais vous présenter les résultats de notre enquête et se présente de la façon suivante. Donc, j'ai mis en surbrillance toutes les P de significativité qui sont ici. Comment est-ce qu'il faut comprendre ces résultats? C'est vraiment un seuil de significativité. On a étudié simplement la discordance. Donc, on va regarder est-ce qu'il existe une concordance entre ce que pensaient les étudiants avant d'entrer dans le 3e cycle et après être entrés dans le 3e cycle. Au niveau des différents modules qui ont été étudiés, le premier module est le module de la formation et on a demandé aux étudiants est-ce qu'ils pensaient qu'il y avait une concordance entre la formation théorique et pratique avant qu'ils commencent leurs études et au moment où ils sont dans le 3e cycle ou voire quand ils avaient terminé. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y avait une significativité statistique, donc une discordance entre l'idée qu'ils se faisaient de leur formation théorique et pratique avant de commencer et une fois qu'ils sont entrés dans le module de formation chirurgicale, donc le 3e cycle. La question suivante était, est-ce que le programme d'enseignement du 3e cycle en chirurgie est complet d'après vous? Alors, initialement, ils pensaient que oui, et finalement, en fin de cursus, il y a une discordance et les étudiants ont majoritairement changé d'avis. Il en est de même pour tous les autres items qui touchent et qui a trait à la formation et à la pédagogie. Est-ce qu'ils ont accès facilement aux outils de formation pratique, que ce soit les laboratoires d'anatomie, les centres de simulation chirurgicaux, l'accès au congrès? Est-ce que les étudiants et les internes sont accompagnés par des seniors pour la prise en charge pour la décision d'une indication chirurgicale en urgence? La réponse a été discordante en début et en fin de cursus. Et malheureusement, certains étudiants rapportent, en tout cas la plupart des étudiants rapportent ne pas être accompagnés systématiquement par un senior pour la prise en charge en urgence et pour la pose d'une indication chirurgicale. Il en est de même pour l'importance du portfolio opératoire, qui semble être une idée, en tout cas en début de cursus, qui est brillante. Et pourtant, on se rend compte, les étudiants déclarent en fin de cursus que le portfolio n'est finalement pas aussi important que ça dans la formation chirurgicale. On est en limite de significativité pour les facilités d'obtention d'un poste internat, d'un poste d'assistant ou de chef de clinique lorsqu'on embrasse une carrière chirurgicale. Au niveau donc je rejoins un petit peu les accompagnements et l'accès aux outils de formation pratique. Les aides financières au niveau des CHU et des unités de formation pour la formation pratique et la participation à certains workshops chirurgicaux, les étudiants pensaient vraiment pouvoir être aidés en début de cursus, mais finalement, la loi anti-cadeau nous a montré qu'il était beaucoup plus difficile pour les CHU et les UFA, bien que ce ne soient pas des industries de santé, de financer et d'aider les internes à pouvoir partir se former en pratique. Les deux questions qui sont concordantes avec l'opinion des jeunes chirurgiens ont été les suivantes. Est-ce qu'un bon chirurgien, c'est quelqu'un qui a une certaine dextérité? Sans grande surprise, la réponse était oui pour tout le monde avant de commencer la chirurgie et une fois qu'ils ont commencé leur internat de chirurgie, voire terminé. Et est-ce qu'un bon chirurgien est jugé sur sa technicité?
évidemment, la réponse est concordante également, et c'est oui, puisque on fait quand même tous un métier qui est technique. Au niveau du second module, c'est la recherche et l'enseignement. Et là, on a une discordance qui est encore plus significative, puisqu'on a posé la question de savoir est-ce qu'un chirurgien reconnu est un chirurgien qui fait forcément une carrière universitaire. Initialement, tout le monde pensait que oui, et finalement, on se rend compte à la fin de notre internat que la réponse est plutôt non, bien qu'il y ait des gens brillants, évidemment, qui font l'universitaire, et heureusement. Et est-ce qu'il est nécessaire de faire une carrière au CHU pour faire de l'enseignement et de la recherche? La réponse est similaire. On peut très bien faire de la recherche et de l'enseignement, mais on s'en rend compte plutôt au cours de l'internat ou à la fin de notre internat chirurgical. Pour tous les 3 autres modules, le mode de vie, société et chirurgie et leadership et travail en équipe, il y a une concordance de l'opinion des étudiants avant et après leur formation. Et il y a quelques notions qui sont intéressantes. Et je ne vais pas tout détailler, mais je vais vous parler de celles qui sont les plus intéressantes, en tout cas de notre point de vue. La première, évidemment, c'est la charge de travail. Est-ce qu'elle est supérieure aux autres spécialités? Sans grande surprise, c'est oui avant et après. Donc, on a une vraie concordance là-dedans. Un sujet qui est plutôt d'actualité, de savoir si la chirurgie est une spécialité et un métier qui est réservé, ou en tout cas qui était plutôt pour les hommes jusqu'à présent. La réponse est non pour l'ensemble des étudiants avant de commencer leur spécialité, avant de rentrer dans leur internat, et elle reste non après également. Donc, par les temps qui courent, c'est plutôt bien de l'avoir mis en évidence. Est-ce qu'on a moins de temps libre? Oui. Est-ce qu'il y a un conflit entre la vie privée et la vie professionnelle avec des difficultés pour les occupations, je dirais, extrascolaires? La réponse est oui pour tout le monde. Heureusement, le chirurgien bénéficie pour l'ensemble des personnes interrogées d'une image valorisante au niveau de la société et de l'image qu'on peut véhiculer. Et puis, les personnes interrogées rapportent également des difficultés extrêmes à avoir des activités périprofessionnelles qui leur permettraient de s'investir dans des associations ou de faire éventuellement de la politique. Une autre notion, c'est l'environnement du bloc opératoire. Est-ce que l'environnement du bloc opératoire est un environnement est-ce que le bloc opératoire est un environnement hostile, et est-ce qu'il existe vraiment de la maltraitance au bloc opératoire? La majorité des étudiants répondent oui, et les chirurgiens en fin de formation répondent également oui. Il n'est pas nécessaire d'avoir un caractère fort et autoritaire pour être chirurgien, et ça tout le monde est d'accord avant et après ses études. Et la chirurgie est un pourvoyeur de stress avec une augmentation du risque médico-légal par rapport aux autres spécialités. Est-ce que l'avenir d'un chirurgien, c'est un avenir qui est assuré? En moyenne, c'est oui pour tout le monde. Et le chirurgien n'est évidemment pas le leader exclusif du bloc, puisqu'il dépend d'autres spécialités, en particulier des anesthésistes, mais aussi d'autres spécialités médicales. Et l'importance de l'aspect relationnel et de la relation humaine est fondamentale pour tous les étudiants, même ceux qui n'ont pas encore commencé. Donc, on leur a posé la question à la fin du questionnaire en leur demandant si vous deviez conclure, est-ce qu'il y a une concordance pour vous entre la représentation de la chirurgie en début de cursus et au terme de votre cursus? Et la réponse est non. Donc, ce que l'on peut conclure, c'est que plus de 2/3 des étudiants répondent qu'il existe une discordance sur la vision qu'ils avaient avant de commencer leurs études de chirurgie et à la fin de leur formation. Au final, il y a quand même des points positifs, il y en a beaucoup, et heureusement. C'est que la chirurgie est une carrière qui est faite par choix. Il y a assez peu de monde. Il y avait 2 personnes sur 61 qui ont dit qu'elles avaient pris la chirurgie par dépit. Et donc, la chirurgie reste un métier même
plus qu'un métier, mais une vocation. On bénéficie d'une image prestigieuse dans la société. Il y a quand même une idée assez claire sur le mode de vie avant même de commencer la formation chirurgicale. Et tout ça a été mis en évidence de façon statistique avec une échelle validée de Likert simplifiée, comme l'a dit Gabriel. Mais il y a quand même quelques petits points à souligner, en particulier les discordances qu'il existe dans le domaine de la formation et de la recherche. Et donc, en conclusion, il existe une discordance entre la représentation de la chirurgie qu'ont les étudiants au début et au terme de leur cursus, en particulier sur les 2 modules dont nous venons de parler. Et ce que l'on peut proposer pour l'avenir, c'est d'incrémenter tous nos moyens d'information et de communication auprès des jeunes qui voudraient se renseigner ou qui envisagent d'épouser une carrière chirurgicale et surtout d'améliorer la formation. Il existe maintenant de très nombreux outils et il faut que cette formation au niveau des étudiants commence dès le 2e cycle, par exemple avec, comme le proposait l'ANEMF, d'introduire des notions de chirurgie générale comme des gestes assez simples de suture, mais aussi des gestes d'urgence comme l'hémostase d'une plaie qui pourrait conduire au décès par hémorragie cataclysmique ou bien par une insuffisance respiratoire, je pense notamment à l'épistaxis. Et évidemment, la formation pour tous les étudiants de 3e cycle, qu'elle soit théorique ou pratique, avec, je l'espère bientôt, la reprise en présentiel d'absolument tous les congrès et de tous les workshops pour qu'on puisse se former efficacement à tous les gestes techniques, puisque nous sommes un métier très technique qui nécessite énormément d'entraînement et de répétition. Et le tout, évidemment, serait de faire une collaboration avec les sociétés jeunes des spécialités. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc, c'est quand même rassurant de voir que la position des étudiants de 3e cycle et du 2e cycle se rejoignent. Et je pense qu'on aura besoin de l'appui de ces étudiants et de ces représentations syndicales parce que la chirurgie ne représente plus que 9% des étudiants de 3e cycle et que donc, il va falloir faire comprendre que ces sujets-là sont prioritaires pour d'autres raisons. Donc, merci encore beaucoup à tous les deux.